Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on parlera à la fois de la nature et des apprentissages. Aujourd'hui, j'accueille Célia Bessaguet. Bonjour Bonjour Célia, Jessie. merci d'avoir accepté ma proposition. Célia, tu es maman de 2 enfants. Tu as été musicienne intervenante en milieu scolaire à l'Éducation nationale pendant 10 ans avant de créer chez toi une école à l'air libre en 2017 qui a ensuite été ouverte au public en 2018. C'est une école qui accueille des enfants de 6 à 15 ans avec un format plutôt école démocratique qui met l'accent sur le lien à la nature et la permaculture. Célia, tu auras l'occasion de nous en parler plus en détail dans quelques instants. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'enfant que tu as été et de ton rapport à l'école ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai été une enfant plutôt tranquille, sage, rêveuse. Et l'école, pour moi, c'était pas hyper fun, pas hyper épanouissant. En fait, je me Hmm. suis vraiment concentrée à faire ce qu'on attendait de moi. Donc j'étais plutôt bonne élève, voilà, pas trop de difficultés, mais je me demandais un peu ce que je faisais là quand même. Ouais, Oui, ok. ça manquait un petit peu de sens. Et puis après le lycée, Mm. oui, après le lycée, tu as eu envie d'enseigner la musique? Oui. Ou c'est plutôt la musique qui irait en premier? Ouais, alors Mm. en fait, je joue de la musique depuis que je suis petite. Et oui, Oui. il y a cet élan du cœur qui a toujours été là et le fait de, de, de pouvoir la transmettre, de pouvoir faire avec des enfants, faire de la musique, construire des spectacles, c'était vraiment quelque chose qui m'animait en fait. C'était pas jouer de la musique en solo, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de la Mm. transmission et du partage. Et, Mhm. euh, et, et mêler à ça le fait d'aller dans les écoles publiques, d'aller ouvrir ces espaces de créativité, d'expression, là où quand j'étais petite, moi je m'ennuyais. C'était important pour Oui. moi de pouvoir mêler les deux, en fait, de pouvoir ouais, ouvrir ces espaces dans les écoles et faire quelque chose euh, d'épanouissant. Il y avait déjà cet esprit un peu de liberté d'expression qui était là déjà quand j'ai choisi de devenir musicienne intervenante. Oui. Super. Tu intervenais exclusivement au collège ou c'était Pas du plus tout. large? Non? J'intervenais. Ah bah tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Non, pas du tout. J'ai pas du tout travaillé en collège. J'ai travaillé Ok. auprès d'enfants de 0 à 12 ans, en fait, exactement à Ah l'autre côté. ouais. Ouais, ouais, je travaillais Mm. en crèche, dans des relais d'assistantes maternelles, au conservatoire, en école maternelle et en école primaire. Donc plutôt petite enfance et enfance, ouais. Ok, tu vois, j'affiliais ça à prof de Ah non. musique au collège. Et en fait, j'avais tout faux. Non, 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 j'étais pas prof de musique. Ok. Donc ça a plutôt eu du sens pour toi pendant 10 ans. Qu'est-ce qui fait que finalement tu es sortie de ça? Bah ouais, 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 j'y allais vraiment avec cette énergie euh, d'apporter ces espaces de liberté, de créativité dans les écoles. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais vraiment limitée par le système, en fait, par la structure éducation nationale. En fait, moi, Mhm. j'allais pour ouvrir des espaces, mais les enfants avec qui je travaillais, ben, en fait, on ne leur avait pas demandé s'ils voulaient faire de la musique ou pas. Et Hmm. c'était de telle heure à telle heure. Et l'objectif, c'était de réaliser un spectacle sur tel thème qu'ils n'avaient pas forcément choisi. Euh, Hmm. on leur avait pas demandé s'ils préféraient chanter, s'ils préféraient danser, s'ils préféraient jouer d'un instrument. Enfin, je me retrouvais à faire quelque chose où j'imposais, où j'étais censée imposer une certaine façon de faire, une certaine façon d'être, parce que dans ces espaces de créativité, euh, pour moi, il y avait vraiment la liberté des enfants qui pouvaient danser, dire ce qu'ils ressentaient à l'écoute de telle ou telle musique. Et puis bah, finalement,
ben non, fallait lever la main, fallait pas trop bouger parce que ça perturbait les autres. Et finalement, je me suis retrouvée à faire quelque chose qui me convenait pas. Et bien que les enfants avaient l'air d'apprécier quand même ces séances de musique, il y avait quand même quelque chose qui me dérangeait sur le fait qu'ils n'étaient pas, ils étaient pas moteurs en fait dans ces projets-là, quoi. Et j'avais besoin de plus de liberté. Il y avait un cadre trop C'est ça, contraignant. tout à fait. Ouais. Et puis les enseignantes, oui, et puis Ok. les enseignantes étaient, enfin, je voyais bien qu'elles étaient submergées en fait par le travail qu'on leur demande de faire, et que ces espaces que j'apportais, ils prenaient la forme d'une pause. Là où j'aurais aimé construire co-construire des projets artistiques. Tu sentais que c'était un petit peu mis de côté par rapport au reste des apprentissages? Ouais, c'était vraiment C'est ça que c'était tu dis? vraiment un temps de pause. Mm. C'était une récréation. Voilà, j'en veux pas du tout à qui que ce soit. C'est Oui, parce que le reste de la journée est lourd, hein, est lourd d'apprentissage, de oui, cours, de devoirs, donc je comprends que ça puisse être perçu comme un temps de inspiration. respiration, mais c'était pas ce qui me faisait vibrer, quoi. J'avais vraiment à cœur de partager, de co-construire et de libérer quelque chose avec ces groupes d'enfants. Donc tu as quitté l'Éducnat en ayant un autre projet en tête? Alors, en parallèle de mon parcours de musicienne intervenante, en fait, je suis devenue maman Mhm. de deux garçons. Oui. Et en parallèle, j'observais ces deux jeunes enfants qui, naturellement, avaient ces espaces donc, de fait, de liberté, d'expression, de créativité, qui s'en saisissaient Mm. naturellement et qu'il en ressortait quelque chose d'extraordinaire, de très puissant en termes de joie, d'enthousiasme et d'apprentissage. Et c'est là où le perso et le pro se sont vraiment rejoints chez moi. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à cet endroit-là, en fait. Il y a vraiment quelque chose que j'ai besoin d'aller explorer et et que je veux pour mes enfants, en fait. Je veux que ça continue. Ce qu'ils ont là, en fait, je veux que ça continue. Je veux qu'ils puissent être libres de continuer à grandir comme ça, avec ce qu'ils ont déjà, en fait. Cet espace de liberté qu'ils ont naturellement en naissant et dans la petite enfance, eh ben, je veux que ça se poursuive après. Voilà. Donc oui, nouveau Génial. projet. En fait, Mhm. ça s'est pas fait d'un seul coup. C'est-à-dire que je connaissais pas tant que ça les pédagogies alternatives. C'est-à-dire que Mhm. j'ai commencé à mettre mes enfants en école Montessori quand ce fut l'heure des 3 ans. Oui. Mhm. Et puis malheureusement, on est tombé sur une école où humainement, je crois qu'il y a eu une petite confusion entre la philosophie éducative montessorienne et le raccourci utilisation du matériel. Euh, je voyais mes enfants qui au contraire de s'épanouir, euh, ils s'éteignaient, ils ne voulaient pas y aller. On a pris rendez-vous avec Mm. la directrice et qui nous a dit, mais vous savez, en Montessori, on tue l'imaginaire. Et là, alors là, effectivement, un nouveau déclic pour moi en disant, en fait, c'est pas possible. En fait, à chacun sa façon d'apprendre. Je suis persuadée que cette école convenait à d'autres enfants, mais en tout cas, les miens, Mm. avec ces espaces de liberté et de créativité dont Oui. ils bénéficiaient depuis qu'ils étaient petits, c'était ça, en fait, leur Mm. voie. Et donc Montessori, dans cette école-là, en tout cas, ne leur convenait pas. Donc du coup, je les en ai sortis. Ensuite, ils sont allés en école publique
parce qu'il fallait quand même essayer. Oui. Par chance, on avait une petite école à côté de chez nous, donc j'étais rassurée. Et tout en me disant, si ça ne va pas, on arrête. Voilà. Oui. Et puis, l'école publique, c'est la loterie, en fait. On peut tomber sur des enseignantes ou des enseignants formidables, hyper investis, passionnés, qui n'hésitent pas à sortir du cadre. Et puis aussi, on peut tomber sur des enseignants qui sont fatigués, qui sont peut-être blasés, je ne sais pas. Et donc, pour mes 2 enfants, ça a été une super et une succession d'enseignants dont le seul fil conducteur, c'était de faire écrire une lettre, la prochaine lettre de l'alphabet, enfin la recopier voilà, pendant une semaine, quoi. Donc ça a été la cata, c'était en grande section de maternelle. Et donc là, à nouveau déclic en disant, l'année suivante, c'est le CP, c'est ma deadline, je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. Donc il va falloir que je mette en place ce nouveau projet, puisque ce dont je rêve n'existe pas autour de chez moi. Donc je vais l'inventer, je vais le créer. Donc j'ai sorti mes enfants de l'école et j'ai créé l'école à l'air libre dans ma maison pour mes enfants. Voilà. Incroyable. Tout à fait. J'ai créé une micro-école. Donc pour ça, j'ai déclaré auprès du rectorat, de la mairie, du tribunal, vraiment toute la procédure d'une création d'école. J'ai transformé le rez-de-chaussée de ma maison en ERP, en établissement qui peut recevoir du public. J'ai tout fait dans les règles de l'art. Les inspectrices sont venues à la maison constater, inspecter les locaux, voir si ça convenait. Et j'ai fait ça parce que je ne souhaitais pas déclarer d'instruction en famille, dans le sens où déjà à cette époque-là, j'entendais pas mal de retours d'inspection assez douloureux pour les enfants, des inspections qui plaçaient les enfants dans des situations de stress, de pression par rapport aux apprentissages, et je voulais surtout pas leur faire vivre ça. Donc du coup, en structure école, c'est la direction qui porte cette responsabilité de mettre tous les moyens en œuvre pour que les enfants puissent développer les compétences, les connaissances qui sont attendues dans le socle commun. Donc, du coup, c'est toi qui fais l'objet d'une inspection. C'est là toute la subtilité. Oui, c'est pas les enfants. Oui, tout à fait. Ok. Et ça te faisait moins peur? J'étais prête à assumer, à porter ça. J'étais vraiment prête à porter ça. À la fois pour mes enfants, mais à la fois aussi pour moi professionnellement, c'était intéressant d'aller pousser en fait un peu plus loin ce cadre que j'avais rencontré dans l'éducation nationale. En fin de compte, si on le pousse, jusqu'où ça va en fait. Et en fin de compte, ça l'a fait. Ça l'a fait puisque du coup, donc on a fait cette année d'école à la maison, enfin d'école d'école à l'air libre à la maison. Ça nous a vraiment permis de retrouver un rythme physiologique, de la confiance, vraiment la pression qui est bien redescendue pour chacun d'entre nous. Et ils avaient quel âge, tes enfants, à ce moment-là? Mon plus grand avait 6 ans et mon plus jeune 5. Ok. Oui. Voilà, donc une fois cette phase passée de se nourrir de confiance, de sérénité, de retrouver le goût, le goût d'apprendre aussi, le goût des choses simples. On a commencé à avoir envie de
de voir d'autres personnes, de vivre avec d'autres personnes, de construire des projets avec d'autres. Et c'est là que miraculeusement, j'ai rencontré Sandrine, Joël, qui avaient le même projet à 10 km de chez moi. Ok. Incroyable, enfin, elles avaient monté leur école dans leur maison, elles aussi. Et oui, Incroyable! Moi, j'ai jamais entendu ça. Ok. voilà, donc on s'est dit, mais deux micro-écoles, c'est bien, mais si on faisait une grande école ouverte à un plus grand nombre et qu'on crée enfin, si on crée vraiment une école, parce que si on est deux familles, trois familles à rêver ça, à vouloir ça pour nos enfants, c'est certain qu'il y en a d'autres, on n'est pas tout seul, quoi. Et puis tout s'est enchaîné très très vite en fait. En l'espace de 10 mois, on a travaillé sur le projet, on a cherché des locaux, on a fait les démarches de déménagement de l'école. On a communiqué dans la région pour faire découvrir en fait notre projet, cette école qui allait ouvrir. Et en septembre 2018, à l'air libre à Étampes ouvrait ses portes. Voilà, pour une nouvelle aventure. Ouais. Incroyable! C'est fou, ok. Est-ce que du coup, ça s'est mis en place facilement? Alors pour le coup, ouais, tout s'est enchaîné vraiment très, très rapidement. Peut-être que le point le plus difficile, c'était de trouver l'endroit qui nous convenait par rapport à notre projet. Euh, Et quel endroit, ouais, hein? ouais. Ça a été, Ah, on a visité beaucoup de oui. choses, des bureaux, des locaux commerciaux, des maisons. Mm, mm. Euh, mais on avait un cahier des charges très particulier puisque on avait besoin d'un vaste espace de nature. Et sachant qu'on est en Île-de-France, Mm. c'est quand même pas évident. Oui. Euh, et on a fini par trouver la perle rare, une bâtisse de 230 mètres carrés sur un terrain de 3000 mètres carrés boisé en plein centre-ville d'Étampes. Et ça a été le coup de cœur. Absolument tout correspondait en fait. Jusqu'à dans la répartition des pièces ou des espaces naturels, c'était Mm. exactement ce qu'il nous fallait par rapport à notre projet d'école et d'école permaculturelle, d'école Oui. qui fonctionne en autogestion et dans la résilience. À partir du moment où on a trouvé, ça a matché et ça s'est enchaîné très très vite, oui. Donc, d'un point de vue pédagogique, vous aviez déjà le projet en tête, à la fois de la structure démocratique et du lien avec la nature, c'est ça? Oui, ben en fait, pour nous, Oui. c'est la même, enfin, c'est lié, c'est très très lié, Oui. puisque Mm. du coup, dans la permaculture, souvent on fait le raccourci, la permaculture au jardin. Le jardinage, le potager, Mhm. Oui. mais en fait pas du tout. La permaculture, c'est vraiment une Mm. philosophie bien plus large qui englobe un art de vivre. Et les trois Mm. piliers de la permaculture sont effectivement le soin à la terre, le soin aux humains et le partage équitable des ressources. Et ça, dans notre philosophie éducative, eh ben, c'est exactement ça, parce que prendre soin de l'humain, c'est prendre soin de son intégrité, c'est lui donner voix au chapitre, euh, lui apprendre aussi, enfin lui laisser l'opportunité d'apprendre à être autonome, d'être responsable de lui, de lui-même, tout en bénéficiant, en jouissant de sa propre liberté dans le groupe. Enfin, il y avait quelque chose qui était très similaire à ce qui se passe dans la nature, en fin de compte. Et pour nous, c'était une évidence, en fait. On voulait travailler comme ça, en permaculture, humaine et naturelle. Oui. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans la philosophie liée à la permaculture, on voit comment la personne, en fait, est partie intégrante de son environnement. Tout à fait. Prenez une plante, en fait. Si on la met dans un pot, toute seule,
Certes, on lui met de la terre, voilà, on va avoir une plante qui va pousser, mais on met sa sœur en terre dans un environnement avec d'autres espèces qui vont arriver, peut-être, enfin d'autres espèces végétales, animales. Euh, la croissance des deux plantes va être tout à fait différente en fait. Il y a vraiment une histoire d'interdépendance. Et ça, on le retrouve vraiment dans dans la philosophie démocratique et permaculturelle, puisque du coup, l'enfant, il grandit avec le groupe, en fait, avec le collectif, à travers le collectif. Et c'est lui-même qui grandit. Hein. C'est comme c'est cette fameuse euh, métaphore qu'on utilise souvent. En fait, nous, l'enfant, on le voit vraiment comme une graine. Il a déjà tout en lui, tout son potentiel, tout est déjà là. En fait, on ne le voit pas au début parce que la graine est fermée. Ensuite, il y a le germe. On ne sait pas encore quel type de plante ça va donner, mais tout est déjà là. Et son développement, va dépendre aussi de ce qui va l'entourer. Et c'est en ce sens-là où, pour moi, l'approche de l'éducation démocratique et de la permaculture se rejoignent. Mm. Oui. Oui, quand on t'écoute, on sent que c'est interconnecté. Ah, c'est Tout complémentaire. à fait. C'est vrai qu'on n'a pas reparlé de structure démocratique. J'invite les personnes qui sont intéressées à aller écouter les épisodes 2 et 3 qui ont été enregistrés avec Cindy Kircher et Cécile Procope, qui nous permettaient vraiment de prendre connaissance et mieux comprendre la philosophie des écoles démocratiques. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est toute la question des enjeux écologiques actuels, qui sont quand même majeurs. Et on sait que l'éducation constitue un levier de changement et de transformation de la société. Et pourtant, on perçoit que la nature, elle n'a pas beaucoup sa place dans ce qu'on propose aujourd'hui dans l'éducation de façon large. Est-ce que ça, c'est un constat aussi qui a fait partie de tes motivations ou pas forcément? Oui, 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 évidemment. C'était, ça faisait partie aussi du projet, en fait. Vraiment, en plus, on est en Île-de-France. Ce lien à la nature, il peut pas se passer. On peut pas. Enfin, selon moi, selon nous, je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire éprouver le lien de la à la nature, le lien sensible à la nature et l'urgence qu'il y a à vraiment prendre soin de la Terre, de l'humanité, à travers un cours théorique. En fait, vraiment, je pense qu'il y a un décalage, une déconnexion qui fait que les générations aujourd'hui, si elles n'éprouvent pas ce sentiment de connexion à la nature, on peut pas, voilà, on pourra pas aller jusqu'au bout en fait dans cette transition écologique dont on a grandement besoin. Donc pour nous, cet espace naturel à l'école, il était vraiment important dans le sens où on veut que les enfants puissent vivre au contact, mais tous les jours et sans limite. C'est-à-dire qu'à l'air libre, il n'y a pas d'heure de récréation comme dans toutes les écoles démocratiques. Et les enfants vont dehors quand ils veulent, quand ils en ont besoin. Et on est passé de la théorie de oui, ça va être génial, oui, ils vont pouvoir y aller quand ils veulent, ça va leur faire du bien, à en fait, oui, on voit qu'ils s'autorégulent dans leur corps, dans leur esprit aussi par rapport à la fatigue, à certains types de fonctionnement aussi où l'attention peut être compliquée à soutenir pendant longtemps. Le fait d'avoir la nature et un espace où courir, où sauter, où se cacher, où grimper, ça régule de manière mais complètement magique l'énergie des enfants, leur disponibilité pour grandir et pour apprendre. Et maintenant, donc là, l'école a 5 ans.
ce qu'on a pu voir des effets, des jeux libres, des activités extérieures est juste incroyable. Bon, j'ai l'impression de réinventer la roue. En fait, on a fait ça depuis tout temps, en fait. Non, mais tu l'as Ouais, constaté. Mm, complètement, complètement. Des mm. enfants qui... euh, alors, effectivement, on peut parler de ce qui se passe au jardin à l'air libre. Des enfants qui arrivent avec des dyspraxies, donc avec un rapport au corps compliqué, différent, ou des enfants avec des troubles de déficit de l'attention, ou enfin différents troubles, des enfants qui sont scolarisés à l'air libre, en l'espace de quelques mois, ça change complètement. Mais ça change dans Mhm. l'espace du dehors, et aussi dans l'espace Oui, école, et aussi dans l'espace famille. C'est oui. c'est vraiment un continuum, hein, Souvent aussi, ces troubles des apprentissages, ils vont être définis parce que l'enfant rencontre une difficulté par rapport aux attentes qui pèsent sur lui dans son environnement. tout à fait. C'est quelque chose dont je parle un petit peu dans l'épisode de l'enfant miroir, parce qu'on attend à tel âge, il puisse écrire à cette vitesse-là ou se concentrer tant de temps par jour. Et si c'est pas le cas, on va faire porter sur l'enfant, euh, on va dire la responsabilité de ce trouble. Enfin, on va parler de trouble, alors que si on change l'environnement, on se rend compte que ces termes-là, ils ne sont plus viable en fait, ou pas C'est utile. ça. Qu'est-ce que tu en Ça se penses? Ouais. métamorphose, en fait, quand des enfants arrivent Mm. avec certaines difficultés mises en lumière par l'éducation nationale, par un système. Mm. euh, Quand ils arrivent, Dont j'ai fait partie, hein. bah oui, mais j'ai constaté ça aussi quand j'y étais, hein. Mais Mm, ils mm, arrivent avec ce bagage-là, les parents arrivent en nous mettant ce mm. bagage-là devant les yeux. Voilà, notre enfant, voilà, Oui. il a vécu ça, ça, ça. Ok, Mm, mm. bon, on prévient les familles, on leur dit, ben, en fait, là, les mois qui vont arriver, il va se passer des choses, votre enfant, Mm. il va y avoir une transition qui va s'opérer, en fait. Et à vous de nous dire aussi ce qui se passe à la maison, si vous avez des inquiétudes, si vous remarquez des choses. Mais toujours est-il Oui. que, qu'il y a un changement qui s'opère du fait que bah, l'enfant est libéré, en fait. Libéré de ses attentes. Mm, Il devient... il retrouve aussi, enfin, je reviens sur le corps, quoi, mais il revient oui. souverain de son corps, de sa propre liberté à pouvoir Mm. bouger comme il veut, quand il veut. Et ça, pour les apprentissages, enfin, avec même les neurosciences qui mettent en évidence ça, hein, enfin, rester assis sans bouger pour apprendre, c'est d'une inefficacité incroyable. C'est pour ça que l'éducation nationale se Oui. penche aussi sur les classes flexibles, sur des dispositifs qui permettent aux enfants de bouger dans une certaine mesure. Mais en tout cas, à l'air libre, nous, on a décidé carrément, enfin voilà, d'ouvrir la porte en grand et de permettre Oui. aux enfants d'aller librement jouer dehors, courir, sauter, etc. Et En tout cas, il y a un certain nombre d'études scientifiques aujourd'hui qui sont disponibles par rapport à ces écoles en plein air qui montrent effectivement des bénéfices par rapport à la santé, une réduction du stress, euh, le système immunitaire qui se renforce. Tu parlais également de la place du corps, mais c'est vrai que du coup la place du corps est redéfinie là où dans les systèmes plus traditionnels, c'est un aspect qui n'est pas pris en compte, comme tu disais il y a quelques instants. Euh, les études émettent aussi en avant qu'il y a davantage de sport et d'activité physique dans ces espaces-là qui vont favoriser des performances cognitives plus élevées une fois que vraiment on s'y met. tout à fait. C'est pas forcément toute la journée qu'on a besoin d'être concentré, mais ça peut être plus équilibré. Il y a aussi le sommeil qui est favorisé. Et puis tu parlais aussi, toi, en introduction de la créativité. C'est des choses qui ont été mises en évidence aussi.
Je rebondis un petit peu, ces liens entre éducation et nature. C'est vrai qu'en France, on en entend parler davantage depuis quelques années. Avant, c'était pas tant répandu. Ça reste encore peu répandu par rapport à d'autres pays voisins, comme en Allemagne ou dans les pays scandinaves. C'est pas non plus une préoccupation nouvelle, puisque à l'Antiquité, c'était déjà des questions qu'on se posait. À la Renaissance, c'est revenu aussi. Puis plus proche de nous, on a les pédagogues de l'éducation nouvelle, Freinet, Montessori, Descroly, qui ont vraiment euh, diffusé aussi dans ce sens-là, à savoir que l'école, euh, on pouvait la sortir de l'école. Il fallait pas forcément rester dans les murs avec les apprentissages. C'est là aussi qui se faisait. Pourtant, malgré tout ça, malgré cette historique-là, on peut regretter que ces mouvements-là, ils soient restés finalement en marge d'une éducation, on va dire, plus traditionnelle qui s'est vraiment, qui a pris un peu toute la place, si je peux dire. Est-ce que toi, tu saurais expliquer ça? Est-ce que c'est une question d'objectif ou de finalité, ou je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, en fait, pour la alors je peux te donner peut-être un tout petit exemple, mais qui pour moi est très, très parlant. Lors de notre dernière inspection, à l'air libre, inspection de l'éducation nationale, on a une inspectrice, chargée de l'éducation physique et sportive qui est venue, donc observer, le jardin et qui a été très, très étonnée par le fait qu'on ait une corde accrochée à un arbre, qu'on ait certains petits modules pour des petits billots de bois pour faire des parcours. Euh, Elle a été très étonnée parce que finalement, c'était dangereux. Voilà, c'était dangereux. Mmh. Ouais. Euh, et pour moi, ça traduit vraiment le blocage en fait de l'éducation nationale à aller vers ça, vers ces espaces de liberté, de créativité. Il y a un truc où c'est dangereux. C'est dangereux de laisser les jeunes générations aller toucher du doigt leurs limites, aller toucher du doigt euh, en fait, cet environnement et voir à quel point ils peuvent aussi être en interdépendance avec et avoir un impact dessus. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas confortable pour l'éducation nationale à encourager ce genre de pratique. On voit des écoles qui mettent des arbres dans les cours de récréation, mais qui prennent soin de tout bétonner tout autour. Enfin, voilà, y a quelque chose où il faut que ça reste maîtrisé, en fait. Euh, et On se rend compte à quel point la vision, hein, de l'éducation et de l'enfant va déterminer une approche pédagogique. Et là où les pédagogues de l'éducation nouvelle pouvaient faire confiance en l'enfant, en son potentiel, en ses capacités innées, en ses capacités d'apprentissage, on réalise que c'est quelque chose qu'on a plus de mal à retrouver à l'éducation nationale, qui va contrôler la répartition en classe d'âge, contrôler les temps d'enseignement, contrôler le contenu aussi à enseigner durant une année. Ce sont des exemples, hein, mais... en fait, oui, ça revient un peu à la même chose que la défiance de l'éducation nationale envers les écoles démocratiques. Euh, Nous, on part vraiment du principe qu'on peut faire confiance à l'enfant pour grandir, pour apprendre tout ce dont il a besoin. L'éducation nationale ne part pas du même endroit, en fait. Il part du principe que l'enfant, c'est le vase vide qu'il faut remplir et, et du coup, mais que eux doivent remplir. Pas que l'entourage remplisse, pas que la nature puisse remplir. Euh, on part pas du même endroit en fait, et ce qui fait que on verrouille
les possibilités d'apprentissage. On voit bien hein, les expérimentations qui ont été faites avec Céline Alvarez dans l'école publique à apporter des nouvelles façons de faire, à quel point elles ont été sabotées. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du contrôle qui est fait à la fois dans l'école avec les apprentissages dits académiques, mais aussi par la nature en fait. Il y a quelque chose de bloquant à ce niveau-là, quoi. On approche justement de la question de la posture pédagogique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot par rapport à ce qui est en place à l'école à l'air libre? Est-ce que pour vous c'était une évidence de partir sur le format d'une école démocratique? Est-ce que vous avez tâtonné? Est-ce que vous tâtonnez encore? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, oui, oui. Bah alors, on a très très vite axé notre approche éducative autour des valeurs de la démocratie et même plus que de la démocratie, plutôt de la sociocratie. Donc on s'est inspiré de différents modèles, mais on a créé vraiment notre propre sauce parce que en fait, chaque école démocratique est différente. Elle prend les couleurs de son collectif. Et c'est ça qui fait que nos écoles sont si organiques, sont si vivantes, en fait. Donc on a notre propre couleur à l'air libre. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il n'y a rien de figé. Notre première année avait une certaine couleur, notre deuxième année d'existence en avait une autre. Et, et c'est ça aussi qui fait que, enfant ou adulte, on se sent vivant dans cette expérimentation de vie collective. Et donc pédagogiquement, la première année, on était vraiment sur du Sudbury. Il n'y avait pas de cours, pas d'atelier, pas de programme, voilà, que des propositions de projets, que ce soit des enfants, des adultes, voilà. Et petit à petit, on a évolué en concertation avec les enfants et les familles, et surtout sous la contrainte des lois qui ont changé ces dernières années. Ouais, ça c'est dramatique, mais la liberté des écoles démocratiques est vraiment, vraiment mise à mal ces dernières années. Là où on avait... Qu'est-ce que ça fait peser sur vous finalement Bah, comme contrainte? alors, les dernières contraintes au niveau de la loi nous obligent à créer des progressions continues dans les apprentissages. Là où on bénéficiait d'une liberté, à savoir que on avait 3 ans, un cycle pour faire acquérir les compétences, les connaissances, etc. qui sont attendues. Mais là, en fait, l'entonnoir, il s'est vraiment rétréci dans le sens où on est contrôlé sur qu'est-ce qu'ils apprennent maintenant, vers quoi ils vont dans 2 mois, vers quoi ils vont dans 6 mois, comment... en fait, voilà, c'est pas... les programmes ne sont pas écrits dans la loi, mais les termes qui sont utilisés nous contraignent à aller dans cette direction-là. Donc et cette année, 5e année de l'école à l'air libre, on a mis en place, oui, des ateliers dits engageants le matin, avec des ateliers engageants. On l'a fait en concertation avec les enfants, parce que pour nous, c'était vraiment... c'était une condition sine qua non, en fait. Hein. Soit vous êtes OK et on essaye ça, et on reste en lien pour savoir si c'est toujours bon pour vous, soit on arrête, en fait. Soit on arrête, et le risque dont tu parlais, c'est la fermeture, en fait. Là où, il y a quelques années,
Euh, Faire fermer une école était assez compliqué dans le sens où fallait justifier euh, d'un manque d'hygiène, bonnes mœurs et sécurité. Là, aujourd'hui, le changement de la loi fait qu'on peut faire fermer une école pour un motif pédagogique. Ah oui. Voilà, Ok. dans toute sa subjectivité, voilà, c'est une épée de Damoclès qu'on a vraiment au-dessus de la tête en permanence. Et le fait est que depuis plusieurs années, il y a un grand nombre d'écoles démocratiques qui ferment. Ouais. Et ces ateliers engageants, ils prennent quelle forme? Et ben, ces ateliers engageants, ils prennent la forme de ce qu'on a envie de vivre, à savoir que, je ne sais pas, moi par exemple, je suis en charge de l'atelier de journalisme. Les enfants viennent avec des idées, des envies, de choses qu'ils ont envie d'écrire. Et, euh, et en s'appuyant là-dessus, on va pouvoir développer des compétences de conjugaison, de grammaire, etc. Sur l'atelier de sciences, il y a des petits brainstorming en début d'année, en début de période, pour dire, voilà, en fait, on peut faire ça, ça, ça comme projet, qu'est-ce qui vous plaît, vers quoi on va. En histoire, pareil, voilà, on essaye on crée ces Vous avez ateliers. su garder Ah l'esprit. c'était ça ou rien. Oui. C'était ça ou rien. Non, non, en fait, on, on- 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 on est obligé de rentrer dans certaines cases pour continuer Mm. d'exister. Oui. Euh, mais notre ligne conductrice, c'est vraiment le bien-être des enfants et leur accord, leur consentement. On a besoin qu'ils soient d'accord avec ce qu'on met en place, qu'ils soient partie prenante dans le fait de dire ok, je vais à tel atelier parce que je vais bosser sur l'Antiquité et que je suis passionnée, ou alors d'accord, je vais. Mhm. C'était vraiment notre limite. Ouais. Et finalement, on n'a pas tant parlé de ce qu'ils pouvaient faire dans leur environnement extérieur. Est-ce que tu peux nous parler du jardin potager, de l'espace vert, de ce qu'ils y Ouais, font? bien sûr. Je crois qu'il y a une réserve Mm. protégée, enfin, dans cet espace-là. Tu peux nous en dire Ouais, plus? bien sûr. Alors le jardin, il est super bien designé parce que juste devant l'école, on a une partie engazonnée qui nous permet de pouvoir faire nos assemblées des membres, nos points journaliers en plein air quand c'est possible, de faire les grands jeux Mhm. collectifs dont ils sont vraiment friands sur cet espace-là. On a un espace potager aussi, un grand espace avec plusieurs planches de permaculture qu'on a créé parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas du tout de potager. On a un espace un peu plus jeu avec effectivement des cordes, des anneaux, des billots, Mm. des petits modules pour. C'est pas vraiment des jouets, mais c'est vraiment des modules pour que eux Oui. trouvent de quoi en faire en tout cas. Mm. Et une partie boisée avec une cabane, une grosse cabane qu'ils ont mis 1 an et demi à construire, et Mm. Mm. plein de petites cabanes qui apparaissent, qui meurent, qui apparaissent, qui meurent. Ça, effectivement, je peux revenir dessus parce que c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on n'avait pas du tout vu venir et qui prend une place très très importante dans la vie de l'école. Et plus loin, donc, on a effectivement cette zone sauvage où on ne va pas, ou alors où on Oui. va juste pour observer de temps en temps dans l'année, et, euh, et tout au bout la rivière. Ouais. Donc on a en fin de compte, comme en permaculture, euh, en- différentes zones designées en fonction de nos besoins, de l'orientation de la maison-école, en fonction des besoins des enfants en termes d'espace pour jouer, d'espace pour apprendre, euh, et d'espace aussi pour cultiver nos légumes. Est-ce qu'ils y trouvent un intérêt spontané?
puisqu'on a compris qu'il n'y avait pas forcément de contraintes dans cette école-là, c'est-à-dire pas forcément on va tous au jardin maintenant. Est-ce que du coup les enfants ont un intérêt spontané pour ça? Pour l'extérieur? Pour le Pour le jardin? jardin, pour tout ce Ah qui ouais. est... Ah, ouais. ils y vont tous les jours. Tous les jours. Euh, Par n'importe quel temps, vent, pluie, neige, enfin, ils y vont tous les jours. C'est vraiment, c'est comme respirer, c'est comme manger, Mmh. c'est effectivement, hein. Et ils y vont d'eux-mêmes et particulièrement pour jouer aux cabanes, justement. Les cabanes, Oui, c'est vraiment un truc incroyable. En fait, on a vraiment un espace avec des grands arbres qui libèrent des ressources bâtons. Et les oui. bâtons, c'est magique. Il y a un truc, c'est magique les bâtons. Euh, Parce que les bâtons servent à tellement de choses, et notamment à construire des cabanes. Et ce qu'on peut observer dans le jeu libre, c'est donc comment construire une cabane techniquement. Voilà. Mais ensuite, ben, ces cabanes, est-ce que est-ce que je les fais juste pour moi individuellement ou est-ce qu'on va se mettre à plusieurs pour faire une cabane? Parce que c'est pas pareil. Et puis les bâtons, ben en fait, les ressources sont limitées. Donc comment fait-on en fait pour s'accorder sur le nombre de bâtons dont on peut bénéficier en fait pour construire notre village? Parce que finalement, toutes ces cabanes forment un village. Ce village va mettre en place des services de troc de bâtons contre des marrons. Enfin, il y a tout un système qui se met en place. Euh, on a même eu... Ah non, mais c'était incroyable. Nous, on percevait ça de l'extérieur. Ils nous racontaient parce on n'est pas rentré dans leur jeu. Et des systèmes de hiérarchie avec un maire qui autorise les révolutions. C'était incroyable. Vraiment, c'est quelque chose de très, très L'école de vivant. la De vie. très, très vivant. Et, et le potager, lui, eh ben, c'est marrant parce que tous n'ont pas le même intérêt, mais c'est ça qui est super riche. Il y a des enfants qui adorent travailler la terre, aller gratouiller, désherber, faire propre. D'autres enfants qui, eux, pas du tout, pas mettre les mains dans la terre, mais par contre, aller tailler ça a une très grande importance. Ils mettent beaucoup de précision sur cet aspect-là. D'autres, pas du tout. Ils vont juste vouloir construire des abris à oiseaux, des abris à insectes, des abris à hérissons. En fait, et puis d'autres qui adorent le beau, qui veulent mettre des fleurs, en fait. Et c'est ça qui est super, en fait. On ne peut pas attendre de tout le monde, hein, comme dans l'éducation nationale, que tout le monde aime et fasse parfaitement bien les semis ou que tout le monde aime et fasse parfaitement bien ces multiplications, quoi. En fait, c'est ça aussi la permaculture, c'est la diversité, c'est la richesse de la diversité. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Si un puzzle avait des pièces similaires, ben ça marcherait pas, quoi. Ça serait pauvre. Là, c'est le fait que chaque pièce du puzzle est différente, a des couleurs différentes, des contours différents, qui fait que bah, ça s'emboîte et ça donne un truc incroyable et unique. Mm, mm, mm. Super enthousiasmant. Est-ce que là, je pense aux personnes qui nous écoutent, peut-être enseignants, peut-être en ville, et qui souhaiteraient ouvrir un petit peu plus leur enseignement dans la nature, ouvrir les classes à tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils Euh, par rapport à ça? sortir de l'école. Oui. Sortir de l'école, ouais. Parce que oui, créer des bacs, des petits potagers, c'est super. Et il y a plein d'instituts qui le font déjà. Oui. C'est chouette, hein, mais vraiment de faire école dehors, juste d'aller dans le parc communal à côté. Il y a pas forcément besoin d'aller dans la forêt profonde, si c'est possible, c'est génial. Mais de pouvoir vraiment éprouver l'espace dégagé, les arbres, enfin, la végétation, observer la petite faune,
vraiment éprouver la nature. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est Aller au contact. aller au contact. Ouais, c'est Mm. vraiment la clé. Il se passe des trucs magiques si on va au contact. Ouais. Mm. Ça me fait penser aux classes promenades dont parlait Freinet. Tout à fait. Oui. Tout à Mm, fait. mm, mm. Ouais. C'est, je pense qu'il y a vraiment un retour aux choses simples. Il n'y a pas besoin de surenchérir. Il n'y a pas besoin de réinventer des nouvelles façons. On peut, hein, mais de manière très accessible et très simple et très efficace. Juste sortir. Sortir, tu le disais tout à l'heure, sortir de l'école, en fait, apprendre hors les murs, c'est vital. Les enfants, enfin, quand on remonte les générations en arrière, les enfants allaient beaucoup plus dehors, étaient beaucoup plus dehors, et ça, on l'a un peu perdu. Avec l'évolution de notre société aussi, la peur qui est assez prégnante, hein, l'urbanisation. Sortir, c'est vraiment la clé, et renouer le contact avec la nature, c'est ça qui fera basculer les choses. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, des lectures à nous conseiller, ou tout simplement des sujets qui te tiennent à cœur et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder? Alors, en lecture, je ne sais pas si ça a déjà été abordé dans d'autres podcasts, mais le livre de Peter Gray est juste incroyable. Oui. Libre pour Mm, apprendre, mm. c'est vraiment une pépite. Il y en a un à lire, c'est celui-là. Et ensuite, en mot de la fin, peut-être dire à quel point aujourd'hui c'est un combat, en fait, de faire exister ces alternatives. Que ça soit démocratique, que ça soit permaculturel, école pleine nature. On n'est vraiment pas aidé par le système actuel, et que pour y arriver, on a vraiment besoin de se serrer les coudes et de faire avancer les choses ensemble, en fait. De se regrouper. On a besoin de se rejoindre et d'être en lien pour être plus solide, que ce soit les professionnels de l'éducation ou que ce soit les familles. Ouais, j'ai envie de lancer un appel à l'union. Voilà. C'est un beau message. J'allais rebondir par rapport à des conseils livres. Moi, j'ai une belle référence à vous partager qui s'appelle L'école dans et avec la nature, la révolution pédagogique du XXIe siècle. Les auteurs Corinne Martel et Sylvain Wagnon. Voilà, je vous le conseille, j'ai trouvé très instructif. On s'arrête là? C'est bon pour toi, Célia? Nickel, je te remercie, Jessie. Merci beaucoup, belle poursuite, belle continuation à l'école à l'air libre, et puis à bientôt à tous ceux qui nous suivent. Je te remercie, à bientôt.